Bonjour à tous, je vais attendre quelques instants que tous les participants arrivent. Bonjour aux nouveaux arrivants, on attend juste quelques instants que tout le monde arrive et on ne va pas tarder à commencer. Bon, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire destiné aux commerçants et aux artisans indépendants. Je suis Sabrina Le Bourgeois. Ce webinaire est organisé par COSTO, le programme d'accompagnement des commerçants et artisans développé par la CNAES, la Société de la Ville de Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce de proximité. Sur le site www.costo.paris, vous pouvez retrouver toute l'actualité du commerce et de l'artisanat, les démarches administratives, des témoignages, des conseils sous forme d'articles et de fiches pratiques. Et nous proposons également un accompagnement gratuit pour répondre à toutes vos questions. Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons créé une page dédiée Covid-19 accessible depuis la page d'accueil du site. Vous y retrouverez des articles, les replays des webinaires et une foire aux questions. Ce webinaire dédié à la reprise de votre activité est le 4e que nous organisons dans le cadre de la crise du coronavirus. Je tiens à remercier nos 2 experts pour leur participation aujourd'hui. Maître Mikim Yangpaya, avocate associée au cabinet Seban et Associés, et François Jacques, expert comptable associé du cabinet Sémaphore. Ce webinaire durera environ 1 heure et sera enregistré. Nous vous enverrons le replay et les différents liens utiles par mail à l'issue de la conférence et ils seront également disponibles sur le site www.costo.paris dans l'après-midi. Tous les micros des participants sont coupés afin d'éviter les interférences. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire dès maintenant et pendant toute la durée de la conférence dans l'onglet Q&R qui est situé en bas de votre écran. Si vous souhaitez intervenir à l'oral, vous pouvez demander la parole en indiquant un P majuscule juste avant votre question. Je vous remercie de votre attention et je laisse désormais la parole à nos 2 experts. Bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement François Jacques, expert comptable. Donc à la demande de la CMAEST, nous allons vous présenter donc les différentes, à la fois le dispositif et puis le cadre et puis les réflexions qu'on peut mener pour soutenir les entreprises et particulièrement les commerçants et les artisans. Donc on a été dans cette très grave crise sanitaire, on a d'abord pensé à la sécurité et puis très rapidement on s'est rendu compte que la crise avait des impacts économiques et financiers très, très lourds et même, je dirais, inédits depuis presque un siècle. Et dans ce contexte-là, à la fois les collectivités, l'État, un certain nombre de tutelles ont pris, mais l'Europe également, ont pris des mesures permettant, on va dire, des mesures à la fois qui aident à passer le cap, à faire un pontage financier, et puis d'autres mesures qui permettent aussi de soulager les charges et les impacts par rapport à l'activité qui était en forte baisse. On ne va pas forcément toutes les citer, mais voilà, il y a des délais de paiement d'échéances sociales et fiscales, il y a eu des remises d'impôts directes, des remboursements également accélérés de crédits d'impôts, on pense au CICE ou également crédit de TVA qui pouvait encore traîner dans les tuyaux. Il y a le fonds de solidarité sur lequel on reviendra parce qu'il concerne particulièrement les commerçants ou les indépendants. Le fameux dispositif exceptionnel de garantie pour soutenir le financement bancaire, donc ce qu'on appelle le PGE, sur lequel on reviendra, puis il a connu un petit frère, une petite sœur qui est le PGE Tourisme, là aussi, qui peut concerner une partie d'entre vous. Également la mise en place
chômage partiel qui est à la fois simplifié, qui a été ajusté à des niveaux d'indemnisation relativement élevés et qui va progressivement diminuer. Donc là aussi, on en reparlera. Et puis, il y a des mesures aussi également sur les loyers sur lesquelles Makim va vous dire un mot. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire. En fait, ce que l'on voulait dire, on vous rappelle un petit peu toutes les dispositions qui ont été prises justement pour passer le cap de cette crise sanitaire. Donc, l'état d'urgence n'est pas terminé encore, puisqu'elle se terminera en principe le 10 juillet. Et en fait, le but de ce webinaire, c'est justement, on va dérouler, une fois que la crise est terminée, c'est-à-dire en fait, quand il va falloir après faire face au report d'échéances qui vous ont été accordées, et notamment, moi, je parlerai des loyers, voilà, et les conséquences que ça peut avoir sur votre budget. Donc, les conséquences sur les budgets, en fait, on les a réparties, on va dire, selon deux grandes familles. Les mesures qui ont vraiment vocation, comme je le disais tout à l'heure, à soutenir votre trésorerie, mais ça ne change pas finalement le compte de résultat. Puis au contraire, les mesures, on le verra, qui ont vocation à alléger le poids des charges pendant cette période très compliquée. Donc, on peut effectivement balayer les principales mesures qui ont vocation à soutenir, soutenir la trésorerie. Il y a d'abord les reports d'échéances sociales, donc l'URSSAF a accepté, d'ailleurs l'a fait presque spontanément sur notamment les entreprises de taille modeste ou moyenne. Donc elle a stoppé en fait les prélèvements de cotisations, où elle a accepté de le faire. Ça concerne les mois de la crise sanitaire jusqu'à fin mai, c'est-à-dire mars, avril, mai. À partir de juin, normalement, les cotisations sociales repartent. Fiscalement, Makim vous l'a dit, il y a aussi des exonères, des reports de fiscalité sur les impôts directs. Donc, je précise que ça ne concerne pas les impôts indirects, notamment la TVA n'est pas concernée. Par contre, tout ce qui est impôt sur les sociétés, tout ce qui est impôt sur les revenus pour les indépendants, tout ce qui est CET, CFE peut être décalé, étalé. Et là-dessus, pour l'avoir testé avec beaucoup de clients, le fisc est plutôt bienveillant. Deuxième grande série de mesures, c'est les reports d'échéances de prêts qui peut vous concerner si vous avez investi notamment dans les agencements, sur un certain nombre d'équipements, parfois un achat de fonds de commerce, qui concerne aussi les bailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Donc, les banques acceptent en général de reporter de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, il ne se passe rien, il n'y a pas de décaissement sur les prêts en cours. On les reporte à un horizon de 6 mois et en général, l'échéancier sera étalé de 6 mois supplémentaires. Donc, ça permet d'éviter de grosses sorties de trésorerie dans les 6 mois depuis mars jusqu'à peu près la fin de l'été. Cette mesure sur les prêts actuels, elle est accompagnée d'une mesure très importante qui est la possibilité de bénéficier d'un prêt pour passer cette période de reprise, parce qu'on sait bien que la plupart des entreprises et les commerces, les artisans ne vont pas retrouver un niveau d'activité, donc de rentabilité et de capacité financière équivalente à ce qu'elle était avant la crise. Donc pour rebondir, pour passer ce cap, il a été décidé de mettre en place le prêt garanti par l'État. Donc, il est garanti à 90% par la banque d'État, la BUI. Et donc, il n'est pas garanti par d'autres personnes et il correspond à 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est la moyenne du chiffre d'affaires de l'année 2019. En général, c'est fait sur attestation d'expert comptable ou sur délivrance de vos derniers comptes. Je précise qu'il y a un plan spécial, enfin un programme spécial de prêts garantis par l'État pour le secteur tourisme qui vient de paraître. On ne prend pas la moyenne des 3 mois, on prend les 3 meilleurs mois parce qu'on sait très bien que c'est une activité extrêmement saisonnière, que les meilleurs mois finalement ils sont maintenant pour la plupart de ces activités-là. Et donc la mesure consiste à prendre la moyenne des 3 meilleurs mois de l'année 2019 pour figer le montant de prêt. Sur la plupart des commerçants, vous êtes à peu près 60 à 70% à avoir été cherchés, à avoir obtenu, parce que toutes les banques ne l'ont pas obtenu. Donc, il y a une partie des commerçants
qui est encore en train d'aller faire des démarches avec les banquiers. Mais il est important, encore une fois, il permet de soulager la période qui vient, qui va probablement être très compliquée en termes de génération de trésorerie. En matière de conditions, vous le savez peut-être, c'était la première année, les conditions sont relativement favorables puisque c'est uniquement le taux de garantie qui est de 0,25, un quart de point, plus le taux bancaire sans risque qui est quasiment de 0 aujourd'hui. Donc ça fait un taux relativement bas. Et puis, vous avez la possibilité de le rembourser à la fin de la première année, donc en 2020. Et sinon, vous avez la possibilité de le conserver pendant 5 ans. Et à la fin de chaque année, vous pourrez le rembourser en totalité ou en partie. Il faut préciser que le taux a tendance à monter tous les ans. La garantie, en fait, a tendance à monter tous les ans. Et à la fin, on se retrouve avec un taux qui sera entre à minima de 2%, sur lequel on ajoutera le taux interbancaire. Donc, c'est une incitation à ne pas attendre trop et rembourser assez vite ce prêt. Dernière mesure importante, c'est le report de loyer charges, sur lequel Mike vous donnera des éléments plus juridiques. Moi, je vais vous donner quelques éclairages ou plutôt des retours d'expérience qu'il y a beaucoup de bailleurs qui se sont posés des questions. Il y a une incitation à la fois de l'État et d'un certain nombre de l'Europe aussi pour faire des exonérations, plutôt des reports de loyers et de charges. Ça, voilà, ça ne s'est pas fait systématiquement. Il y a au moins à minima l'absence de poursuite pendant les mois de la crise sanitaire. Donc, en général, on est sur des reports qui sont mis à l'horizon 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, on reporte devant soi une partie des loyers. Ça évite des décaissements de trésorerie sur les mois actuels. Bon, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le résultat de toutes ces mesures. Elles ont vocation, encore une fois, à soulager, à reporter des dettes plus tard, à un moment donné, où l'entreprise sera plus en capacité d'y faire face. Mais ça va, notamment avec le prêt garanti par l'État, ça va malgré tout gonfler le niveau des dettes. Donc, il faudra être vigilant, il faudra en tenir compte surtout dans le plan de trésorerie prévisionnel de votre entreprise. Deuxième grande série de mesures, c'est celles qui, pour le coup, aident vraiment, soutiennent l'exploitation. Le principe qui avait été évoqué, sur lequel on n'arrive pas complètement, c'est zéro chiffre d'affaires, vous devrez conduire à zéro charge en face. Bon, d'abord, la plupart des entreprises que vous êtes, ce n'est pas zéro chiffre d'affaires, même en dehors de celles qui ont été effectivement fermées complètement, mais sur les prochains mois, on va être sur une activité moins dynamique que ça pouvait être par le passé. Mais par contre, on ne sera probablement pas au même niveau qu'on a pu l'être. Donc, il y a des mesures qui permettent d'effacer un certain nombre de charges. La première d'entre elles, elle est importante, c'est tout ce qui est activité partielle, chômage partiel. Donc, il est possible de mettre en chômage partiel toute ou partie de ces équipes. Et il y a une mesure qui permet d'ailleurs de le faire de manière individualisée et pas pour l'ensemble des équipes. Donc ça évite le salaire, plutôt l'indemnisation est prise en charge par l'État qui rembourse en fait l'entreprise à hauteur de 84% du coût net. Voilà, beaucoup d'entreprises ont décidé d'aller au-delà et d'indemniser 100% du salaire. Et l'État a accepté que cette compensation supplémentaire qui représente 16% ne soit pas soumise à cotisation sociale et patronale. Cette mesure de chômage partiel, vous l'avez probablement vu, Muriel Pénicaud a annoncé qu'elle allait progressivement s'abaisser. Dès le mois de juin, déjà, l'indemnisation par l'État sera un peu moins élevée et puis elle va progressivement aller en siffler, à l'exception des secteurs les plus touchés. Donc, il y a des mesures spéciales qui vous concernent en partie. Donc, le secteur de la restauration, tourisme, événementiel, sport, culture. En principe, le chômage partiel devrait se poursuivre sur les prochains mois parce que tout le monde est conscient que ces entreprises sont particulièrement touchées et devront encore mettre en chômage partiel une partie de leurs équipes pour avoir une bonne adéquation entre les moyens et l'activité. Deuxième mesure, c'est tout ce qui relève des aides. Donc, il y a à la fois des aides régionales qui ont été décidées, qui sont en fonction de la perte de chiffre d'affaires dès lors qu'elle est supérieure à 50% et qui complètent le fonds de solidarité. Donc, le fonds de solidarité peut se déclencher pour les entreprises de taille modeste dès lors que vous avez perdu plus de 50% de chiffre d'affaires et ça se fait tous les mois. Donc, beaucoup de commerçants, d'indépendants ont réussi à en bénéficier. C'est plafonné à 1 500 € par mois. Et ça permet encore une fois de s'octroyer un peu
salaire de passer un cap très compliqué. Et ça peut s'ajouter aux aides régionales que je viens de citer. Ça devrait être poursuivi pour les secteurs les plus touchés par la baisse d'activité. Troisième mesure, tout ce qui est exonération de cotisations sociales et patronales. Donc là, on n'est pas simplement sur un report, mais sur un effacement. Là aussi, c'est pour les entreprises de taille modeste, de moins de 10 personnes. Donc c'est une mesure importante qui pourrait là également se poursuivre pour le secteur de la restauration, le tourisme et l'événementiel, le sport et la culture. Et enfin, la mesure importante, puisque c'est souvent le troisième poste ou quatrième poste de charge des commerces et d'ailleurs de la plupart des entreprises, tout ce qui concerne les loyers, les charges locatives et le cas échéant, les charges d'électricité, tout ce qui est fluide. Donc il y a une incitation, comme on disait tout à l'heure, de les remettre. Tous les bailleurs ne le font pas. Il y a d'ailleurs des approches très différentes. Les bailleurs privés, la plupart ne l'ont pas fait, en tout cas pour des secteurs autres que les commerces. Ils ont pu le faire sur un certain nombre de commerces, notamment dans les galeries commerciales. Les collectivités locales ont pris des décisions qui généralement conduisent à exonérer entre 1 mois à 3 mois et par exception, ça peut aller jusqu'à 6 mois de loyer en fonction de différents critères. Le premier, c'est la fermeture administrative et le deuxième, c'est l'impact de la crise, ce qui représente par exemple plus de 50% de perte d'activité sur les mois considérés. Donc ça, c'est des demandes sur lesquelles Makim reviendra, qui sont faites dossier par dossier. Je propose d'ailleurs que tu prolonges l'explication sur les exonérations de loyer et charges, Makim. Oui, alors tout à fait, parce que voilà, je voulais apporter une vigilance là-dessus, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a aucune disposition légale, en tout cas aucune ordonnance qui ont été prises, qui dispense, contrairement à l'eau, l'électricité, sous certaines conditions pour certaines entreprises, qui dispense qui dispense de payer ce loyer. En fait, c'est qu'un report de loyer. Et encore, le report de loyer, alors je vais essayer d'être très clair, ce report est de droit que pour certaines entreprises, à savoir les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité. Vous avez moins de 10 salariés, vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 1 million, un bénéfice de moins de 60 millions. Il y a plusieurs conditions. La deuxième condition, c'est avoir été touché par l'arrêté de fermeture, c'est-à-dire que votre commerce a dû être fermé, vous ne pouvez pas recevoir de public, ou, alors ça c'est la troisième condition, mais qui est alternative, ou alors si votre commerce n'a pas été fermé, vous avez subi une baisse du chiffre d'affaires de 50%, qui se calcule en fait de mars à mars, avec des pour les entreprises évidemment qui ont été constituées ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que ce report-là, il est légal, c'est-à-dire que légalement, voilà, votre loyer est reporté puisque c'est prévu par l'ordonnance. Évidemment, il est d'usage d'adresser à votre locataire, je pense que vous l'avez déjà fait, si vous êtes dans ces cas d'espèce, un courrier avec une attestation sur l'honneur, certifiant que vous bénéficiez de ce report. Et ce report, en fait, il va être valable 2 mois après la fin de l'état d'urgence. Donc, moi, j'ai calculé jusqu'au 10 septembre 2020. Donc, attention, dans votre trésorerie, il va falloir prévoir que le 10 septembre 2020, si vous n'avez pas obtenu en fait un échéancier de ce report avec votre bailleur, il va falloir le budgétiser. C'est pour ça que je vous invite fortement, d'ores et déjà, à contacter votre bailleur et voir si vous pouvez avoir un échéancier d'ores et déjà pour payer ce report. Pour les autres commerçants, artisans, qui ne bénéficient pas justement de ces mesures de report légales, je dis c'est de droit. En revanche, de facto, puisqu'il y a eu des ordonnances qui ont été rendues en matière de suspension de délai, c'est-à-dire qu'il y a des ordonnances qui figent en fait toute initiative de tout créancier jusqu'au 23 juin 2019, pardon, 2020. De facto, votre bailleur ne peut pas jouer, par exemple, faire jouer la clause résolutoire de votre bail, vous délivrer un commandement de payer, etc. En revanche, après, voilà, à la fin de ce délai-là,
va falloir être très vigilant puisque si vous n'avez pas pris d'accord avec votre bailleur, il pourrait, s'il y a de mauvaises intentions en tout cas, activer en fait la clause résolutoire de votre bail, faire un commandement de payer, voire même si votre bail a été signé par acte authentique, il dispose d'un titre exécutoire et donc procéder à la saisie de vos comptes bancaires. Alors juste, je voulais quand même rappeler que en ce qui concerne donc la CMAEST, puisque nous faisons ce webinaire costaud by CMAEST, il y a eu de toute façon là, justement, comme l'a rappelé François, voilà, en fait une dispense de loyer, de franchise de loyer pendant 6 mois et des charges. Mais en revanche, pour les autres bailleurs, voilà, il y a des bailleurs d'ailleurs aussi qui se retrouvent en difficulté et qui vont actionner peut-être aussi ces leviers de mise en exécution du loyer. Donc c'est pour ça, à prendre en considération tout ça, c'est très important. Peut-être avancer sur les slides, puisque je n'ai pas la main. François. Oui, donc j'ai passé justement, c'était les slides sur la prorogation des délais. Hein. Donc c'est ce que je disais, attention, 23 juin, si vous n'êtes pas dans les personnes bénéficiant de droits, vous pouvez voir à partir du 23 juin, vous pouvez voir délivrer un commandement de payer, voire assigner devant le tribunal judiciaire. Et sinon, vous avez jusqu'au 10 septembre, donc à prendre dans votre trésorerie. Je vais avancer aussi encore sur les slides. Vous avez dû entendre parler justement parce que ça fait la une, de ce jugement, enfin cette ordonnance de référé qui a été rendue par le tribunal de commerce concernant les assurances. Hein. Alors les assurances, au début, se sont fait un petit peu tirer l'oreille. Certaines assurances ont accepté de faire jouer les contrats de perte d'exploitation. Alors tout dépend si vous avez souscrit un contrat de perte d'exploitation. Donc bien faire l'audit de vos contrats, parce qu'il n'y a pas que le contrat autonome de perte d'exploitation. Il faut bien regarder si vous avez pris, notamment si vous avez acheté une machine, vous avez quelque chose, est-ce qu'à côté, il n'y a pas une garantie accessoire qui est justement cette perte d'exploitation. Donc bien examiner ce contrat. En revanche, dans le cas d'espèce, si vous avez vraiment si c'est un contrat perte d'exploitation, en tout cas en référé pour l'instant, ça n'a pas été jugé au fond. En fait, il était fait état du fait que la fermeture administrative avait été décidée en fait par le ministre et non pas par le préfet. Donc, le contrat d'assurance n'a pas joué. Le juge des référés a rejeté cet argument. Qu'il fallait un dommage matériel préalable, le juge a rejeté cet argument. En revanche, si c'est un contrat accessoire, notamment si c'est un contrat accessoire, je dirais, incendie, inondation, là, pour le coup, il faut que d'abord, il y ait un dommage préalable, matériel préalable, qui est l'inondation, l'incendie, pour faire jouer cette part d'exploitation. Sur le chiffrage de la perte d'exploitation, là, je laisserai la parole à François, expert comptable. Mais en gros, la perte d'exploitation, ça ne correspond pas au chiffre d'affaires. Hein. C'est la perte de marge, parce qu'évidemment, comme vous n'avez pas eu de bénéfices, c'est les gains manqués. Voilà. Donc, là, il faut vous faire aider de toute façon sur le chiffrage de cette perte d'exploitation, puisqu'après, il y a des indemnités accessoires aussi à côté. Et puis, là, il faut insister, hein, parce qu'on peut négocier avec son assureur, comme on peut négocier avec son bailleur. Et attention, vous avez un délai de 5 jours pour déclarer votre préjudice. Mais comme je l'ai rappelé, les ordonnances délais ont figé dans le temps, justement, les délais légaux, hein, pas que les délais conventionnels, en tout cas, ne jouent pas, ne sont pas figés, les délais légaux. Et donc, à partir du 23 juin, tout reprend. Il faudra évidemment, si vous avez fouillé dans vos contrats, bien regarder si vous pouvez faire jouer cette assurance. Oui, peut-être juste une précision au-delà du combat judiciaire qui est en route, et on espère effectivement qu'il soit positif pour les entreprises qui ont été particulièrement concernées par des pertes d'exploitation. Il y a plusieurs banques assurances qui commencent à bouger positivement et qui ont débloqué des fonds propres pour octroyer des primes, hein, des primes de reprise qui sont l'équivalent
de l'indemnisation de perte d'exploitation à destination des commerçants et des artisans. C'est le cas notamment Crédit Mutuel et CIC. Et je crois que le Crédit Agricole, avec sa banque assurance, est en train de lui emboîter le pas. Donc, c'est effectivement à suivre et encourager. On est sur des montants, sur certains commerçants, artisans qui peuvent être entre 10 et 20 000 euros d'indemnisation. Et comme le disait effectivement Makim, la perte d'exploitation, c'est en gros c'est le manque à gagner sur la période concernée. Donc c'est le chiffre d'affaires moins les coûts variables qui se rapportent au chiffre d'affaires et qui compensent en fait ce qu'aurait pu gagner, ce qu'aurait pu dégager comme marge l'entreprise si elle avait pu faire son métier de simplement. Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde. Les participants me disent qu'il y a des petites interférences dans votre micro. Oui, je vais l'enlever alors. Oui, je me demande si ce n'est pas votre casque qui… Vous entendez mieux? C'est mieux, oui. D'accord. Très bien. Merci. Alors donc sur l'audit et renégocier ces contrats, je pense que vous avez déjà eu, en plus il faut qu'on se dépêche un petit peu pour laisser le temps aux questions. En fait, je voulais vous parler rapidement, justement bien regarder vos contrats, notamment si vous êtes engagé sur l'achat d'une machine, un prix conséquent, est-ce que vous ne pouvez pas remettre en cause en fait cet engagement au titre de la force majeure que vous avez dû développer, je pense, dans les précédents webinaires, et d'obtenir en tout cas la suspension de l'exécution de ce contrat, ou voire même si c'est complètement insupportable à faire, notamment, je ne sais pas, je peux citer, vous êtes engagé à agrandir votre restaurant et en fin de compte, ce n'est pas possible puisque du fait de la crise sanitaire, toutes les achats que vous aviez programmés, c'est insupportable. Donc, en fait, vous pourriez obtenir éventuellement également la résolution de ce contrat. Alors, vous connaissez les dispositions de la force majeure, c'est circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas le prévoir lorsque vous avez contracté. Donc, bien évidemment, il faut que ce soit avant le 12 mars 2020. Et donc, en tout cas, vous pouvez tout à fait engager des négociations avec vos contractants, vos créanciers, pour obtenir à tout le moins une suspension d'exécution de ce contrat, ce qui allégera d'autant plus votre trésorerie. Il y a aussi l'imprévision aussi qui est souvent mise en avant, mais c'est plutôt pour les contrats de longue durée, notamment dans le cadre d'un bail, et qui sont souvent exclus dans les contrats. Alors, il faut savoir qu'à partir du 1er octobre 2016, même si cette renégociation des contrats en vertu d'une imprévision n'était pas prévue à votre contrat, tous les contrats qui ont été signés à partir du 1er octobre 2016 en bénéficient. Donc, bien analyser vos contrats, voir si vous êtes vraiment dans un cas insurmontable d'exécution et engager avec vos contractants, en tout cas des négociations. Ensuite, en tout cas, voilà, on vous a rappelé toutes ces dispositions, ces aides qui vous ont aidé à passer le cap, les échéances qui vont tomber, qu'il va falloir budgétiser. Et donc, une fois que vous aurez fait ce travail avec votre expert comptable, conseil, voir si vous passez le cap en fait. Est-ce que malgré tout, malgré ces aides, malgré ces reports, malgré ces échéanciers, est-ce que vous n'avez pas besoin justement de vous faire aider avant de tomber dans le cadre du cas extrême de la liquidation judiciaire de votre entreprise ou redressement judiciaire préalablement, en tout cas de faire actionner, je vous encourage en tout cas à le faire, les procédures amiables de règlement de difficultés des entreprises. Alors il y a le mandat ad hoc qui est assez simple, en plus je vais vous citer le mandat ad hoc, la procédure de conciliation. Pourquoi? Parce que ce sont des procédures qui sont confidentielles, c'est-à-dire que, en tout cas, pour votre réputation, personne ne le saura. Donc, c'est vrai qu'en général, quand on a un redressement judiciaire, on fait une déclaration de cessation de paiement.
ça bloque un petit peu par rapport à la clientèle en se disant, je ne sais pas, est-ce qu'il va déposer le bilan, est-ce que je pourrais encore compter sur ce commerçant, cet artisan. En revanche, mandat ad hoc, en tout cas, vous faites nommer par le président du tribunal un mandataire qui est un expert en la matière et qui va, en général, c'est pour un contrat type ou 2 contrats, tenter une négociation avec ce co-contractant pour obtenir en tout cas un échéancier. Ensuite, vous avez la procédure de conciliation qui, elle, a un intérêt particulier. Peut-être passer le slide, François, s'il te plaît. Oui, sur les avantages et inconvénients du mandat ad hoc, je vous les ai mis, donc vous pouvez cesser à tout moment, en tout cas, ce mandat ad hoc, vous gardez les rênes de votre commerce, donc là-dessus, c'est assez souple, mais comme je le mets, il n'y a pas de suspension des poursuites, et la procédure est réservée aux débiteurs qui ne se trouvent pas en état de cessation de paiement. Là-dessus, il y a eu des ordonnances qui ont été prises aussi en matière de procédure collective, à savoir que l'état de cessation de paiement s'analyse au 12 mars 2020. Donc, pas maintenant, puisque là, il y a une période qui est figée. Donc, c'est intéressant puisque ces procédures vous sont ouvertes, puisque l'état de cessation de paiement ne va pas être analysé à l'aune des difficultés que vous avez eues durant cette crise sanitaire. Sur la procédure de conciliation, qui est le slide suivant, il y a aussi un intérêt majeur qui a été prise dans le cadre des ordonnances, dans le cadre de la loi d'urgence, puisque alors que ça n'existait pas, vous pourrez, si les créanciers ne veulent pas accorder de suspension des poursuites, de délai de paiement, etc., vous pouvez saisir le juge qui, lui, pourra leur donner, dans le cadre de la procédure de conciliation, en tout cas jusqu'à la fin de la procédure de conciliation. Donc, c'est extrêmement intéressant d'activer cette procédure de conciliation, puisque ça vous donne en tout cas un peu de souffle le temps de cette procédure. Voilà, je peux passer peut-être sur le slide suivant sur la procédure de conciliation qui a, ce que je disais, l'extension de délai dérogatoire cessation de paiement, donc, puisque c'est figé au 12 mars. Il y a une prolongation de plein droit de la période légale de procédure de conciliation. Donc, ça, en plus, le délai sera beaucoup plus long puisqu'il est allongé de 3 mois jusqu'à la fin de la fin de l'urgence sanitaire. Et puis, il y a la possibilité d'une nouvelle procédure de conciliation, ce qui n'est pas possible en droit commun actuellement, enfin, avant crise sanitaire. Et puis la possibilité de demander justement des suspensions de délai. Donc en plus c'est confidentiel et donc c'est vraiment un outil, je pense, important pour passer le cap. Je repasse la parole à François pour repenser le modèle économique ensuite. Oui, effectivement, même si effectivement ça peut faire partie des issues possibles, et on sait bien qu'il y aura des entreprises qui vont être particulièrement impactées, certaines, il y a déjà d'ailleurs un certain nombre d'annonces, hein. Vous savez qu'Amailleux par exemple va passer en procédure, mais avant d'arriver à cette extrémité, même si ça fait partie des plans qu'il faut éventuellement envisager, l'enjeu, c'est de repenser en fait ce modèle économique. On ressort de la crise pas du tout de la même manière et dans le même état et avec les mêmes habitudes, les mêmes envies de consommation. Et donc forcément, ça percute à la fois le modèle commercial et également le modèle économique des commerçants et des entreprises. Donc avant de repenser, peut-être commencer par le fondement, c'est-à-dire le tiroir caisse, la trésorerie, d'où on part et où on peut arriver. On a beaucoup parlé des mesures. D'ailleurs, j'en cite une que j'ai oubliée, mais qui peut être intéressante pour vous, qui est assez récente. C'est tous les équipements qu'on est tous en train d'acheter pour protéger et les salariés et les clients. L'URSSAF pourra les indemniser, les rembourser à hauteur de 50% pour les petites entreprises,
Donc, je crois que c'est un minima de 1 000 € et au maxima de 5 000 ou 5 500 €. Voilà, toutes ces mesures, elles sont sur notre site. On a un fil d'actualité sur l'ensemble des mesures qui ont été prises pendant la crise Covid. Donc, le diagnostic de trésorerie, il part de la trésorerie actuelle, celle que vous avez aujourd'hui. Il faut intégrer tout ce qu'on a évoqué, les dettes qui ont pu être étalées, qui ont pu être reportées, et éventuellement les nouveaux prêts qu'on a pu contracter, notamment le plan garanti par l'État. Donc ça, c'est la base. Ça nous permet d'avoir une trésorerie prévisionnelle. Il faudra intégrer les flux qui vont être différents selon les périodes. Les flux à période de reprise qui vont probablement être très particuliers, avec pour certains une activité très modeste, des charges qui peuvent être ou pas exonérées par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant et important, c'est de se projeter à un horizon 6 mois, une fois effectivement que la crise, on l'espère, sera derrière nous. On retrouvera des fonctionnements assez proches de ce qu'on avait avant, et on l'espère une activité beaucoup plus dense. Et il faudra se projeter sur ce modèle économique qui sera probablement pas tout à fait identique à celui qu'on avait. Il y a des tendances de fond qui s'amorçaient avant et qui se sont amplifiées. Les entreprises fragiles le sont encore davantage, et donc il faut en tenir compte dans les modélisations. Il faut tenir compte de l'impact. Donc, sur les premiers retours que l'on a, vous n'avez pas tous été touchés de la même manière. Certains commerçants, notamment ceux qui n'ont pas fermé, ceux qui sont dans l'alimentaire, se sont pour une partie d'entre eux plutôt bien débrouillés, une activité assez dense. D'autres ont eu un recul, et puis ceux qui ont fermé, c'est beaucoup plus compliqué. Ceux qui ont rouvert il y a maintenant à peu près 15 jours, même si la situation peut être très contrastée de l'un à l'autre, mais ce qui est observé en moyenne, c'est qu'il y a moins de clients, mais les clients ont un ticket moyen plus important que ce qui était auparavant. Et on est sur des reculs de chiffre d'affaires par rapport à des périodes comparables de 20 à 35%. Encore une fois, c'est des premières approches, ça va probablement continuer dans les prochaines semaines. Donc, on a cette période court terme qui est difficile à apprécier, mais qu'il faut intégrer, qui va impacter le résultat, mais pendant lequel on aura un certain nombre d'aides ou d'allègements. Et puis, à l'horizon, 1 an, voire peut-être même 2 ans, ce qui permet de construire du coup un plan de financement, nous permet de voir à la fois la capacité de se payer, d'avoir un modèle économique viable, et puis surtout de faire face aux éventuelles dettes qu'on a pu reporter ou contracter pendant cette période. Voilà, on vous propose un petit outil qui fonctionne bien, qui est souvent mis en œuvre par les experts comptables avec leurs clients, qui prend en compte les encaissements et les décaissements de manière très simple, vos recettes, vos éventuels apports en compte courant, les aides ou les subventions que vous pouvez obtenir, les emprunts, notamment le PGE que vous avez pu contracter pendant cette période, et puis en regard, mois par mois, l'ensemble des décaissements, à la fois les achats de matières et de marchandises, et quelques investissements que vous pouvez avoir à mener, les loyers avec une partie qui a pu être exonérée, tout ce qui est honoraires, assurances, impôts et taxes, les remboursements d'emprunts qui vont tomber soit en fin d'année, soit l'année prochaine, les frais financiers, puis bien sûr les flux que vous connaissez mieux, tout ce qui est gestion fiscale de la TVA. Et quand on prend l'ensemble de ces flux, on arrive au solde de trésorerie du mois, et au solde, quand on intègre le mois d'avant, on arrive au solde cumulé, et on vérifie que la trésorerie est positive et que l'ensemble est soutenable. Voilà, juste pour finir, parce que je crois qu'on est un peu en décalage, on voulait quand même malgré tout échanger quelques instants sur la construction repenser en fait le modèle stratégique, mais surtout économique de votre exploitation, et commencer à l'expérimenter. Donc ça part, on l'a dit, du diag financier qu'on vient d'évoquer, finalement qui permet de vérifier la capacité de la structure à passer ce creux d'activité avec quelques ressources de trésorerie et les aides et les reports qu'on a pu obtenir, et aussi avoir une petite capacité d'investissement dans de nouvelles offres. Parce que l'enjeu, effectivement, c'est de développer de nouvelles offres dans les prochaines semaines, de profiter de cette période, et souvent dans la crise, dans les grandes contraintes, peuvent arriver des opportunités où c'est la période qui peut être plus fertile en termes de nouvelles offres. On le voit, il y a des attentes différentes, on sent bien qu'il y a des tendances de fond. Donc chacun d'entre vous a probablement réfléchi à ça, mais il y a quelques tendances de fond que vous connaissez probablement sur le dernier kilomètre, sur la possibilité d'avoir aussi une vente qui relaie. Autant il y a des entreprises qui font que de la vente en ligne, mais qui ont commencé à installer
des magasins pour voilà, toucher aussi notre clientèle. De la même manière, un certain nombre de commerçants font l'inverse, c'est-à-dire complètent leur offre dans les magasins avec un site et une capacité à délivrer des produits à travers une vente en ligne. Le drive aussi commence à se développer auprès des grandes et moyennes surfaces. Maintenant, un certain nombre de boutiques commencent à le faire. Il y a des attentes fortes de préparer des colis et les délivrer, les apporter à ses clients au moment où ils peuvent passer effectivement près de chez vous. Donc, il y a probablement d'autres offres à évoquer. Voilà. C'est pour illustrer qu'on peut effectivement réfléchir et tester quelques offres. Les retours d'expérience qu'on a, c'est que le cœur de métier a tendance quand même à résister plus qu'on le croit et qu'il ne faut pas non plus se disperser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment segmenter, cibler sur 2-3 offres. Voilà, tester ça auprès de clients que vous connaissez bien, l'affiner puis l'expérimenter pendant quelques mois. Par rapport à ce… Ouais. Pardon, si je peux ajouter quelque chose justement sur les offres, notamment puisque je parle en ce qui concerne les loyers, peut-être voir aussi avec votre bailleur si vous ne pouvez pas partager, un temps partagé en tout cas de votre local commercial, pourquoi pas, même si c'est interdit, dans le bail, le négocier. Voilà. Et puis, sur les ventes en ligne, évidemment, voilà, pourquoi pas monter aussi rapidement, ça se monte très vite, un site internet. Mais là-dessus, je vous dis attention, en tout cas aux conditions générales de vente, d'utilisation, au RGPD, tout ça, en tout cas, bien faire attention de la collecte des données que vous aurez sur ce site internet. Mais voilà, c'est une activité qui se développe énormément. Donc, face à ce chiffre d'affaires, à ces activités, il y a aussi des questions à se poser sur les moyens, trouver la bonne adéquation entre le niveau d'activité et les moyens. Donc, parmi les moyens les plus importants, il y a effectivement les loyers, comme le disait Mikey, mais c'est peut-être le moment de redimensionner autrement son local et peut-être de l'ajuster ou de le partager. Et puis, il y a aussi les équipes. Est-ce que, compte tenu de l'activité qui est probablement plus la même qu'elle n'était avant, on doit ou pas ne pas forcément faire l'embauche qu'on avait prévue ou carrément aller jusqu'à des départs. Voilà, des entreprises petites et grandes sont en train très sérieusement d'y réfléchir. Vous le savez, ça va probablement se matérialiser, se concrétiser au retour de l'été, mais on sait qu'un certain nombre d'entreprises ne pourra pas, compte tenu de l'impact sur son activité, ne pourra pas continuer avec les capitales, donc devra faire des plans de restructuration. Voilà, c'est important de bien dimensionner en fonction des ratios que vous connaissez sur la productivité, l'occupation des troupes, le niveau d'équipe et d'embauche à calibrer. Donc, quand on prend à la fois les offres, enfin l'activité actuelle en fonction de ce qu'elle va connaître comme évolution, probablement un petit peu à la baisse, les nouvelles offres, ce qu'elles peuvent générer à la fois en produits mais aussi en charges variables, l'ajustement des moyens, on arrive à finalement un modèle économique qui tient compte à la fois des nouveaux investissements, des produits, des charges et qui permet à la fois de se rassurer et de se projeter. C'est aussi important pour vos partenaires, que ce soit les partenaires bancaires, que ce soit aussi le bailleur. Je pense qu'il sera d'autant plus sensible à mettre en place un plan d'accompagnement, de soutien et donc probablement de report, voire d'exonération, s'il y a un projet, une stratégie, un modèle économique qui fait sens. Voilà, si vous voulez qu'on passe aux questions. Alors, sur les questions, j'en vois 2 qui te concernent, François, et 2 qui me concernent. Sur le la première question, c'est sur le PEG, dans les conditions… PGE, pardon. Sur le… Alors, je vais la lire pour que… Voilà. Donc, est-ce que dans les conditions de fonds de solidarité du plan 2, il faut que le PGE soit demandé et ait été refusé pour obtenir le fonds de solidarité? Donc, certains commerçants n'ont pas demandé le PGE. Est-ce que c'est une condition obligatoire pour toucher ce fonds de solidarité? Je n'ai pas la réponse. Je vais regarder, je la mettrai sur le site de
Moi, il me semble qu'il faut. Je crois qu'il faut avoir fait la demande de la avoir un refus pour avoir ce fonds de solidarité, mais on vous répondra plus amplement. Il y a une autre question sur la perte d'exploitation. Contrat de perte d'exploitation, faut-il obligatoirement la garantie? Alors, tu as bougé le truc, je ne vois plus rien. Alors. Je vais te la lire. La garantie en cas de fermeture administrative, car il y a plusieurs types de contrats, perte d'exploitation. Non, bien sûr que non. Enfin, je citais parce que je citais l'ordonnance AXA. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les clauses d'exclusion. Parce que vous souscrivez une garantie perte d'exploitation, s'il faut être assuré en perte d'exploitation. Après, il faut regarder les clauses d'exclusion, notamment certaines visent des pandémies, des épidémies, etc. Mais regardez si c'est bien de façon très apparente, est-ce que vous avez bien signé, etc. etc. Donc, évidemment, ça ne couvre pas que les fermetures administratives. La troisième question est plus financière. Est-ce qu'il est possible de demander le plan garanti par l'État pour une utilisation sur cette plan de décembre, c'est-à-dire au-delà de la situation d'urgence et de la crise sanitaire que l'on traverse, voire 2021 voilà, je pense que tout va s'aggraver rapidement dès septembre. Jusqu'à quand il est possible de demander le PGE? Je rejoins complètement cette question. C'est-à-dire qu'on sait bien que la période de reprise va être complexe et que c'est maintenant en fait, qu'il faut avoir une capacité de rebond et de trésorerie pour faire face à une exploitation qui va probablement être déficitaire sur l'été et peut-être aussi à la rentrée. On ne sait pas bien en fait, comment ça va tourner. Donc, vous pouvez techniquement demander le PGE jusqu'à la fin de l'année 2020 et on est conscient, encore une fois, il n'y a pas d'affectation. Il peut aider à passer le cap en 2020. Il peut aussi vous aider à passer des mois qui vont peut-être rester compliqués début 2021. La seule limite, c'est être éligible et c'est le montant, je vous l'ai dit, qui représente 3 mois de chiffre d'affaires de l'année de référence, qui est l'année 2019. Ensuite, y a-t-il des assouplissements juridiques pour des commerçants désirant changer d'activité au niveau des changements des baux commerciaux? Je n'en ai pas vu passer. En tout cas, il n'y a pas d'ordonnances qui ont été prises dans le cadre de la loi d'urgence qui ferait exception et obligerait, contrairement à des clauses contractuelles en fait, d'ordre public en fait, qui régissent les baux commerciaux. On ne peut pas changer d'activité comme ça. Hein. J'ai pas vu passer malheureusement, ou pas malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être consensuel et conventionnel avec son bailleur, parce que de toute façon le bailleur a tout intérêt à ce que vous puissiez continuer à payer votre loyer. Après, il y a aussi une diversité des activités commerciales, quelquefois dans certains quartiers qu'il faut respecter, donc c'est vrai qu'on ne peut pas changer comme ça d'activité, et j'ai pas vu en tout cas passer moi de dispositions gouvernementales en la matière. Et puis une autre question qui m'est adressée, puisqu'on me dit bonjour, Tiang Paya, bonjour. Notre assureur n'assure rien concernant la perte d'exploitation. Or, nous avons subi un gros dégât des eaux pendant le confinement. Si j'ai bien compris, du coup, nous pouvons faire jouer la perte d'exploitation. Si oui, sur la durée entière de la fermeture, les travaux sont toujours en cours et ne seront pas terminés avant plus ou moins 1 mois et demi. Merci à toutes. Oui, là vous êtes typiquement sur ce que je citais, c'est les contrats, ce ne sont pas des contrats autonomes de perte d'exploitation, mais des contrats accessoires. Vous avez subi un dommage qui fait jouer justement vous pouvez activer ce contrat d'assurance qui est en l'espèce une inondation et donc votre assureur doit vous indemniser de vos dommages entiers, qui est eu crise sanitaire ou pas crise sanitaire, tout comme si vous aviez subi cette inondation hors crise sanitaire. Et donc là, pareil, il y aura un expert qui va être nommé, qui doit vous indemniser. Après, moi, je n'ai pas le contrat d'assurance, donc il faudrait voir s'il y a eu des exclusions, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, en tout cas. Et nous avons la confirmation, nous remercions d'ailleurs Franck Leloup, nous avons la confirmation de ce que disait Mike Kim, c'est-à-dire pour être éligible au second volet du Fonds de solidarité, il faut bien avoir eu un refus du prêt garanti par l'État. Est-ce qu'on laisse encore quelques secondes pour de nouvelles questions? Oui.
Alors, y a-t-il des assouplissements votés sur les contrats en CDD en cette période de crise? Nombre de renouvellements, période max, objectif, pouvoir être plus souple. Moi, Je n'en ai pas vu. Non. Je suis rapidement sur mon fil d'actualité, j'en ai pas vu. Il y avait des mesures sur les prises de congés, des choses comme ça, mais sur les CDD, j'ai pas vu. Non. J'ai pas vu effectivement des mesures d'assouplissement. Ça peut vous concernant la PADIS, il y a eu la création d'une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et les commerçants par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui peut aller jusqu'à 1 250 €. Donc, j'imagine que vous l'avez pour la plupart d'entre vous demandé, mais sinon, il est encore temps. Il y a 2 conditions pour en bénéficier. Il faut être en activité au 15 mars 2020 et avoir été immatriculé au plus tard au 1er janvier 2020. Il faut être aussi, oui, ça correspond au montant des cotisations de retraite que vous avez pu verser sur la base des revenus 2018. Alors, est-ce que les critères du Fonds social de solidarité vont être revus à la hausse? Ce qui est possible, c'est qu'elles soient sectorisées, hein, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ça concerne davantage les secteurs les plus touchés. Après, pour l'instant, je n'ai pas vu de modification des critères. En fait, il y a une demande forte que la garantie de l'État soit augmentée pour qu'il y ait moins de refus, en fait. Mais je ne sais pas si ça va passer. On en parlait du Fonds social. Hein. Ah, pardon. Pas le PGE. D'accord. Parce que je vois pour obtenir le pré-rebond. Alors oui, pour obtenir le pré-rebond. Alors, on ne va pas parler du pré-rebond. Effectivement, à côté du PGE, il y a 2 autres prêts. Il y a le prêt à tout et le pré-rebond, qui ont vocation à aider les entreprises également à effectivement disposer de fonds pour rebondir. Hein. Donc, c'est limité à 300 000 €. Voilà, faut savoir que le pré-rebond, c'est la BPI directement avec la région qui l'octroie. Ils ont déjà épuisé leur première enveloppe, donc je ne sais pas s'ils vont recharger cette enveloppe. Donc, une partie des entreprises en a bénéficié. Et le prêt à tout, pour l'instant, il y a assez peu d'entreprises qui ont réussi à en bénéficier. Quant à l'allègement des critères, il faut savoir qu'il y a eu déjà beaucoup de lobbying et d'allègements qui ont été faits, notamment toutes les entreprises qui avaient des capitaux propres négatifs, ou en tout cas inférieurs à un petit capital, voire négatif, fin 2019, n'étaient pas éligibles jusqu'à, on va dire, fin avril. Donc, il y a des conditions qui ont été allégées, notamment en lien avec une interprétation des textes européens. Donc, aujourd'hui, la seule exclusion, c'est si vous étiez déjà en procédure judiciaire avant le 31 décembre 2019. Sinon, la plupart des entreprises aujourd'hui sont éligibles, y compris les SCI, y compris un certain nombre de sociétés publiques et de sociétés individuelles. Donc, il y a une autre question, mais on parlait de 2 millions de chiffre d'affaires et 20 salariés. Je ne sais pas de quoi on parle là. C'est la personne qui demandait si le PGE allait être revu à la hausse. D'accord, c'est la suite de la question. C'est-à-dire sur les critères d'attribution, effectivement, il était question effectivement d'élargir les critères d'attribution. Après, savez-vous quelque chose sur les extensions de terrasses prévues apparemment en communication par la mairie de Paris pour les restaurateurs? Je ne sais rien, moi, là-dessus. Alors, dans la délibération qui concerne également les exonérations de loyer, il est question effectivement d'exonérer également les droits de terrasse sur la période estivale, d'après ce que j'ai compris. Après, sur les extensions… Extension, j'ai rien vu, moi. Oui, non plus. Ouais. En fait, sur la voirie. Donc, alors, moi, je crois que… je suis en train de vérifier justement. On avait mis en ligne sur notre site un article sur l'organisation des files d'attente et le fait qu'on pouvait faire une demande d'occupation des stationnements devant sa boutique.
il me semble, mais je suis en train de le rechercher, qu'il y avait une question aussi sur l'extension des terrasses pour permettre aux restaurateurs d'avoir plus d'espace entre les tables. Je le recherche et je vous redonne l'info un peu plus tard. Volontiers. De la même manière, sur le PGE, on va regarder les deux ratios évoqués, c'est-à-dire les 20 personnes et le chiffre d'affaires pour voir si ça fait partie des évolutions qui sont intégrées dans les nouvelles mesures. Alors, avez-vous des informations sur l'articulation du chômage partiel et l'activité partielle en cas de contrôle URSSAF? En fait, si je comprends bien la question, c'est est-ce que l'URSSAF pourrait être en mesure de requalifier le chômage partiel pour des entreprises qui auraient fait travailler leurs salariés pendant la période dite de chômage partiel? C'est un vrai risque. On a quelques entreprises qui ont été contrôlées et pas que des contrôles physiques, il y a des contrôles des mails, notamment pour vérifier qu'effectivement il n'y avait pas de flux d'activité. Toutes les personnes notamment qui étaient en télétravail pour vérifier que voilà, pendant qu'elles étaient supposées être en chômage partiel, elles étaient en train de produire pour l'entreprise. Donc ça fera partie, aujourd'hui il y a assez peu de contrôle, mais ça fera vraiment partie des choses qui seront contrôlées dans les prochains mois. On invite en tout cas dès lors que vous déclarez les gens en chômage partiel, ça se fait au jour le jour, ça se fait de manière a posteriori à la fin du mois, donc il faut être très vigilant sur le fait de soit être en chômage partiel, soit être en congé payé, soit être en temps travaillé. Et bien respecter, ça se fait par demi-journée. Bien respecter ces temps. Alors, sur le prêt à tout, en fait, c'est à tout. Rebonjour, c'est quoi le prêt à tout? Je n'ai pas entendu. Donc, le prêt à tout, c'est un prêt il faut avoir 12 mois d'activité minimum. Hein. C'est ça. Et puis, ça finance sur un besoin de trésorerie ponctuel. Et c'est un prêt sans garantie qui est de 50 000 à 5 millions d'euros de 3 à 5 ans, hein, au taux fixe ou variable. Voilà. C'est pour un besoin de trésorerie ponctuel. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on reviendra peut-être… Faudra-t-il fournir des données de paye, fiches horaires ou autres? Alors, si c'est pour le chômage partiel, ça se fait directement dans les déclarations. D'abord, il faut obtenir, faut faire une demande à la directe et s'il n'y a pas de réponse dans les 48 heures, la demande est acceptée. À partir du moment où on fait en fait une demande sur un plafond de chômage partiel qui peut être individualisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, tous les mois, vous déclarez le recours effectif au chômage partiel par personne et vous le déclarez dans vos déclarations mensuelles URSSAF. Et c'est sur cette base-là que vous êtes indemnisé. Donc, vous n'avez pas forcément à fournir de fiches de paye à ce moment-là. Par contre, dans un deuxième temps, au moment du contrôle, s'il y a contrôle, l'URSSAF pourra vous demander différents documents, notamment les fiches horaires, comme vous le dites, que notamment, je vous dis, ça peut aller jusqu'à vérifier que les gens n'ont pas passé de mail ou n'ont pas utilisé Teams ou Zoom pendant leur chômage partiel. Faut-il forcément faire demi-journée? Oui, ça se fait par demi-journée ou par journée, bien sûr, mais ça ne se fait pas à l'heure. Donc voilà, vous déclarez une demi-journée de chômage partiel ou des journées entières. En pratique, mais nous d'ailleurs on y a un petit peu recours, c'est qu'on fait toutes les semaines un point sur la charge à venir et la charge de la semaine d'avant. Donc on ajuste en fait en fonction de la charge réelle de la semaine d'avant les déclarations individuelles qu'on reporte en cumulé et on regarde ce qui va se passer et on dit aux collaborateurs cette demi-journée, le lundi après-midi ou le mardi toute la journée, tu seras en chômage partiel compte tenu de ton activité ou plutôt de ton absence d'activité et de charge sur cette journée. On ajustera effectivement en fonction du recours réel
au chômage partiel en fin de semaine d'après. Oui, ça s'ajuste. Hein. Pour revenir juste une seconde sur les droits de terrasse, pour l'instant, j'ai trouvé l'information sur le fait que le Conseil de Paris a voté l'exonération pour 6 mois des droits de terrasse. C'est ça. Mais je n'ai pas encore l'information sur la possibilité de demander une extension. Donc, je propose aux participants de faire la recherche et éventuellement, je mettrai le lien dans l'article avec le replay qu'on mettra en ligne sur notre site dès que je trouve l'information plus précisément. J'ai fait déclaration à l'heure, je t'ai analysé comment cela se fait-il. J'en ai pas. Ouais, je vérifie avec notre service RH. Je vous dirai. J'ai fait une déclaration à l'heure et j'ai été analysée. Comment cela se fait-il? C'est que nous, tous les clients qu'on a accompagnés, on l'a fait par journée entière ou par demi-journée. Et bon, je regarderai cette question avec notre service RH. Il n'y a plus de questions. On a tenu le timing. On a tenu le timing. Ouais. De toute façon, on pourra après, voilà, on est ouvert à d'autres questions. C'est ce que vous disiez, hein, donc on pourra répondre à des questions qui vous viennent après coup. Oui, tout à fait. Bon, eh bien, je vous dis merci à tous les participants et à nos 2 experts. Donc, dans l'après-midi, vous pourrez retrouver sur le site www.costo.paris les coordonnées complètes, donc celles qui s'affichent de nos 2 intervenants, ainsi que le replay. Et pour des questions plus générales, vous pouvez aussi nous solliciter par mail à l'adresse info@costo.paris. Et vous recevrez aussi un email dans l'après-midi ou dans la soirée avec le lien direct du replay du webinaire et tous les liens utiles. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et à vous dire à très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.